Jarre. Présent. Catherine Renaudot. Présente. Jean-Claude Savon, absent de pouvoir, M. Colomba. Émile Fortino, il arrive dans 10 minutes. Il nous envoie un petit message, il est en retard avec les grèves. Alors, Alizé Guibert. Présente. Gérano, excusez de ne pouvoir Mme Rouleau. Guénal Breton. Présente. Frédéric Chapeau. Présent. Emmanuel Renaud. Présent. Soumaya Adamou. Présente. Alain Blanchard. Joël Guézenec. Présent. Fernand Saint-Benoît. Absent de pouvoir M. Cordier-Bou. M. Cordier-Christian. Présent. Voilà, comme je dis les personnes. Voilà, donc. Donc, je propose comme secrétaire des séances, M. Colomba. Si vous êtes tous d'accord, M. Colomba, secrétaire des séances. Parfait. Donc, je vais vous lire le mot du maire. Alors, mesdames et messieurs, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce conseil municipal qui sera exclusivement dédié au rapport et au débat d'orientation budgétaire de l'année 2023. Je souhaitais, en préambule, rappeler l'évolution du nombre d'habitants sur notre commune à 2,1% par an depuis 10 ans. L'INSEE, en janvier 2020, annonçait notre passage à 10 000 habitants. Nous confortons ainsi notre première place sur le territoire de la CCEG et nous devenons la 23e commune du département. C'est pour moi une fierté car elle démontre, quoi qu'en disent nos électeurs, que notre commune, que notre ville est attractive et qu'elle inspire la confiance et propose des services adaptés aux besoins de ses habitants. Je l'avais dit au début de ce mandat, notre programme sera axé sur les services, avec 2 années difficiles marquées par la crise sanitaire et une réorganisation de notre équipe et de notre administration. L'année 2022 aura été l'année de la jeunesse avec la mise en place du local jeune, l'évolution de nos accueils périscolaires, l'ouverture d'une nouvelle unité au multi-accueil, Bulle de Rêve, et la création de 12 postes supplémentaires, dont la plupart en direction de la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Comme vous le savez, en octobre 2021, la Chambre régionale des comptes nous alertait sur notre sous-dimensionnement administratif. Elle nous recommandait d'augmenter notre taux d'encadrement. Depuis, nous avons fait le nécessaire avec le recrutement d'un nouveau directeur général des services, la réorganisation des services et la création de 2 postes de direction en charge de la communication et de la citoyenneté, la culture et l'animation de la ville. En ce début d'année, nous avons également accueilli une nouvelle responsable du service finance. Depuis fin 2022, le fonctionnement de notre collectivité va franchir un nouveau cap. Pour la première fois depuis 12 ans, le comité directeur nous a présenté un projet d'administration avec un organigramme cible, fruit d'un travail débuté il y a de cela 9 mois. Ce projet d'administration est la traduction opérationnelle et administrative du projet de mandat. Il définit les missions, les objectifs et les moyens alloués à chaque entité sur la période 2023-2026. Il a accueilli la validation de l'ensemble des élus de la majorité et l'avis favorable des représentants du personnel. Par ailleurs, parce que l'efficacité est la principale richesse de notre service public repose sur les femmes et les hommes qui la composent, la direction générale nous a proposé la mise en place d'un agenda social qui a également recueilli l'approbation des organisations représentatives du personnel en décembre dernier. Cet agenda, nourri d'une enquête effectuée auprès du personnel à l'été 2022, constitue la traduction de notre ambition politique pour faire progresser la gestion des ressources humaines de notre collectivité à travers 20 actions structurantes qui seront déclinées d'ici 2026. Je tiens tout particulièrement à remercier notre directeur général des services et ses services qui, pour leur investissement et leur professionnalisme, qui nous permettent jour après jour de sécuriser nos décisions et d'asseoir la gouvernance administrative qui doit être celle d'une commune de plus de 10 000 habitants. Je salue également la qualité du dialogue social qui s'est installé depuis quelque temps avec les représentants du personnel. Les échanges sont exigeants, constructifs et apaisés. Dans un contexte où les collectivités sont frappées par des problématiques d'attractivité et de fidélisation, ces chantiers sont prometteurs et porteurs de sens pour notre personnel. Certains parmi vous doutent, continuent à jouer les petites phrases méprisantes pour les élus et surtout pour nos services dans les médias. À cela, je les encourage à mesurer leurs propos et à constater une nouvelle fois les évolutions portées par la majorité municipale et plus que tout par les agents de notre collectivité qui chaque jour travaillent pour répondre à l'ambition que nous portons pour notre ville et pour celles et ceux qui nous font confiance. À la lecture du rapport d'orientation budgétaire que nous présentera l'adjointe aux finances Isabelle Grolon,
dans quelques instants, vous constaterez les difficultés auxquelles sont confrontés les maires. Qui aurait pu prévoir la pandémie de 2020 et ses conséquences? Qui aurait pu prévoir la guerre en Ukraine en 2022 et ses conséquences? Qui peut prévoir aujourd'hui ce que sera demain? La guerre est aux frontières de l'Europe. Les ressources naturelles sur lesquelles notre économie s'est fondée depuis le milieu du XXe siècle se tarissent et font l'objet de spéculations que les gouvernements, quels qu'ils soient, n'arrivent pas à contrôler. L'inflation est bien présente et elle se manifeste à tous les niveaux. Le prix du gaz a plus que triplé depuis l'année dernière. Le prix de l'électricité a doublé. Le prix de l'eau suit le mouvement. Comment pouvons-nous agir, nous, à notre niveau? J'ai toujours été de nature optimiste. Je sais que nos communes avons le devoir de répondre à ces enjeux et nous l'avons déjà démontré. Depuis plus de 10 ans, nous investissons pour diminuer nos consommations d'énergie. Installation de masse solaire, remplacement des ampoules incandescentes par des ampoules LED et diminution des périodes de fonctionnement de nos éclairages publics. Rénovation, isolation et diminution des températures dans nos bâtiments municipaux. Limitation des consommations d'eau. Demain, de nouveaux projets vous seront proposés pour poursuivre dans cette démarche. L'objectif que j'ai fixé à mon équipe est de répondre aux besoins de nos concitoyens quand ils sont avérés. Le rapport d'orientation budgétaire 2023, dont nous allons débattre ce soir, est un document essentiel qui définit les grandes lignes de notre budget pour les années à venir. Il nous donne une vue d'ensemble de la situation financière de notre ville et nous permet de prendre des décisions éclairées sur les priorités et les investissements nécessaires pour l'avenir. En 2023, nous allons poursuivre nos investissements pour répondre aux 3 axes que nous avons définis en 2020 à nos concitoyens pour lesquels nous avons été élus. Une ville dynamique, attractive, une ville du bien vivre, solidaire et citoyenne, une ville durable. Depuis plus de 11 ans, nous sommes attachés à ne pas augmenter la fiscalité de notre commune, là où certains dans notre département l'ont augmenté au fil du temps. Nous sommes convaincus que la gestion responsable de nos ressources financières nous a permis de maintenir une stabilité fiscale tout en fournissant des services de qualité à notre territoire. Notre situation financière est saine. Notre dette diminue chaque année de près d'1 million. Notre capacité de désendettement reste sous le seuil d'alerte cette année. Et notre épargne brute dépasse le 1,5 million d'euros. Cependant, avec une inflation inédite depuis 2 ans, qui représente plus d'1 demi-million d'euros, et une croissance démographique forte, nous devons maintenir un haut niveau de services publics et une politique d'investissement ambitieuse de l'ordre de 18 millions d'euros d'ici 2026. Ces investissements intègrent le projet d'un nouveau groupe scolaire pour lequel nous avons sollicité l'agence d'urbanisme de la région nantaise pour vérifier le bien fondé d'ici la fin du mandat et pour lequel nous aurons les résultats d'ici la prochaine rentrée scolaire. Vous l'aurez compris, nous sommes déterminés à évaluer toutes les options pour répondre aux besoins de notre commune tout en maintenant notre engagement en faveur d'une gestion financière prudente et responsable. Ainsi, nous serons amenés à présenter une légère révision des taux d'imposition communaux de l'ordre de 3% lors du vote du prochain budget. Le rapport d'orientation budgétaire que nous allons examiner aujourd'hui est le fruit d'un travail rigoureux et collégial de la part des élus et des services. Il est basé sur une analyse complète de notre situation financière actuelle, ainsi qu'une évaluation approfondie de nos priorités et de nos besoins futurs. Sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Isabelle Gourmaud qui va vous présenter ce rapport d'orientation budgétaire 2023. Je vous remercie de votre attention. Alors avant, excusez-moi, avant, il y a d'abord, attendez, je prends l'heure du jour, il y a donc le procès verbal du conseil du 19 décembre. Est-ce que vous avez des remarques? On l'a pas reçu. Vous l'avez pas reçu? Non. Et vous l'avez eu? Le procès verbal du conseil du 19 décembre. Qui n'est pas dans le dossier? Non, du dernier. Non. Le procès verbal du 19 décembre. Non. Bah, il a approuvé celui-là. Vous l'avez dans votre dossier? Celui-là, on l'a approuvé. Celui de décembre, il a été approuvé la dernière fois. Parce que moi aussi. C'est 7 février dernier. Bah, il y a une erreur, là, c'est 19 décembre. Ils n'ont pas ouvert le dossier. Vous l'avez reçu? Non. Non. Même pas le dossier. Non. Bah, et vous l'avez pas? Vous l'avez dans votre dossier? Je l'ai appelé, il n'y a pas d'envoyé alors. Il n'a pas été envoyé. Ah, la poste. On peut prendre la poste, c'est pas le
Bon, bah écoutez, ils ont son excuse, hein. Apparemment il y a un problème, donc on va la trouver. Voilà, on va approcher un conseil. Bon, on s'en excuse, on va vous l'envoyer. Vraiment désolé. On va l'adopter. Nicolas. C'est une approbation que le prochain conseil est assez rapproché, c'est l'approbation des deux. Ah oui. De toute façon, il n'y a pas le choix. il n'y a pas le choix. On fera celui de ce soir et puis celui du mois de février. Mais oui, D'accord, mais- le choix, non, on n'a pas le choix, mais là il y a Sans choix. Par contre, pour éviter d'avoir trop de lecture, on peut peut-être vous l'envoyer les soirs. oui, ça. Bah, écoutez, Ah oui, donc la Bérac voulait intervenir. bonsoir. Moi, je vais pouvoir intervenir parce que, absente lors du dernier conseil municipal, j'ai pu écouter la bande-son et donc je n'ai pas attendu le compte-rendu et pris connaissance de votre intervention qui n'était pas une question et ne nécessitait donc pas une réponse dans les délais imposés par le règlement intérieur. Je voudrais juste apporter les précisions nécessaires. Ainsi, la première décision du 14 décembre 2022 visait à récapituler les modifications de tarification présentées en commission famille, à savoir la mise en place de la tarification sociale des cantines 1 € en dessous de 1000 de QF, la modification du plafond de la tarification afin de se mettre en conformité avec les revenus des foyers très lirains dans une logique de justice sociale, et la modification du taux d'effort mécaniquement, celui-ci étant déterminé par le QF le plus élevé, le plus faible et le tarif mini et maxi. Les services de l'État avaient souhaité y voir figurer les 30 tranches de QF bien déterminées, dont au moins une dédiée aux revenus de 1000 €. Considérant que nous sommes au taux d'effort, nous n'avions pas jugé cette distinction par tranche. Nous avons donc revu notre copie et précisé les 3 tranches demandées. Vous aurez remarqué que la libération précise inférieure à 1000 et non inférieure ou égale comme vous l'évoquez dans votre intervention. Au total, ce sont près de 330 familles qui ont un quotient familial inférieur à 1000 sur environ 906 familles. Une coquille a à cette occasion bien été identifiée concernant le taux d'effort appliqué aux hors communaux. En effet, nous avions évoqué 6,85 pour les hors communes. Or, le taux appliqué est de 7,40, soit le coût réel du repas. Quant à la communication sur le site de la ville, nous avons Delphine Aurégia, Isabelle Moison et moi-même parcouru l'ensemble du site. Les publications des décisions et délibérations est assumée par le service communication. Cette publication vaut mise à jour des tarifs. Le service du guichet famille travaille, lui, au travers de l'espace citoyen. Les usagers ont coutume d'utiliser le simulateur pour calculer les tarifs. Celui-ci est tout à fait fonctionnel et adapté aux tarifications précitées et corrigées. Nous avons testé les différents cas de figure. Parler coefficient familial et taux d'effort constitue visiblement pour tous une langue étrangère, ou presque, et nous avons certainement manqué de pédagogie, mais les différents échanges avec les familles nous permettent de clarifier tout cela au fil des semaines. Je rencontre de nouveau les familles dans le courant de la semaine prochaine. Enfin, nous avons pris le parti de poursuivre le travail sur la mise à jour des tarifs périscolaires dans une dynamique d'échange avec les familles, et ce, dans les prochaines semaines, afin d'initier avec les usagers de nouvelles règles de jeu quant à la mise en place de la réservation, de la mise en place des goûters et le cas échéant du petit déjeuner. Pour finir, Monsieur Blanchard, je regrette que vous ne siégez pas à la commission famille, car votre promptitude à relever des erreurs ou à vous interroger aurait pu être un atout pour la mise en place de cette évolution tarifaire. En effet, durant la commission, où les nouveaux tarifs ont été présentés, les élus issus de votre minorité n'ont pas jugé bon d'intervenir. Enfin, je tiens à rappeler ici que la restauration scolaire est un service public et qu'il a certes vocation à être déficitaire, mais non pas à creuser chaque année une dette plus grande, du fait notamment de l'absence d'augmentation depuis 5 ans, alors même que nous avons augmenté le taux d'encadrement sur la pause méridienne et que les denrées augmentent chaque année jusqu'à l'apogée cette année des hausses, des matières premières et des fluides, mais cela Isabelle Grolot vous l'expliquera dans l'Europe. Enfin, j'entends l'insatisfaction des familles parce que nous tardons à réaliser notre objectif pour la restauration scolaire, à savoir utiliser des produits issus de la production locale, 50%, et à proposer des plats de qualité tant gustatifs que nutritifs. Il s'agit ici de mettre en place de nouvelles recettes, de nouveaux process, et tout ceci s'accompagne de formation et de montée en compétence de nos équipes. Par ailleurs, après notre partenariat avec le département pour des marchés issus de la production territoriale, nous venons d'acter un partenariat avec une diététicienne qui sera présentée aux familles lors de la prochaine commission restauration du 21 mars,
mais également avec la ferme Perle, groupement de producteurs bio pour les produits laitiers. Une visite sur site sera organisée. Pour les fruits et légumes, nous travaillerons désormais avec Province Bio, plateforme logistique des producteurs bio des cotonnetés pour les légumes frais et les fruits frais. Pour les légumes de 4e gamme, à savoir les légumes tout prêts, tout épluchés, nous travaillerons avec Nantes Terre Atlantique, atelier La Féoduc, qui produit et traite en légumerie des productions locales en chantier d'insertion professionnelle. Pour les légumineuses, nous travaillerons avec l'association Manger Bio 44. Notre équipe est consciente de demander aux familles un effort. Mais une nouvelle fois, je le dis, si les tarifs des fluides et des matières premières baissent, cette baisse sera répercutée sur la tarification des services de cette délégation. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire, est-ce que je peux répondre juste à une seule phrase? C'est que je me suis senti concerné par rapport à la commission qui a eu lieu, pour laquelle on était présent. Et il est difficile de travailler dans les conditions que vous nous avez imposées, puisque on a eu une lecture assez transversale, on n'a pas travaillé le sujet. Donc c'est vrai qu'il est difficile de faire des remarques techniques, approfondies, sur le sujet que vous avez évoqué, que vous avez travaillé. Nous, on ne l'avait pas travaillé. Donc à partir du moment où on a reçu les éléments de la commission et le conseil municipal, etc., là, on peut se pencher effectivement sur les chiffres. C'est très difficile, vous savez, d'arriver à une commission et puis de voir le PowerPoint et qu'on vous explique ce qui va se passer. On n'est pas acteur, on subit. Donc, au conseil municipal suivant, une fois qu'on a fait l'analyse, on est là pour vous donner nos sentiments et notre manière de comprendre. C'est dommage que vous passiez de poser des questions pour la commission. Pas acteur, mais figurant. Si je peux rajouter quelque chose, vous avez commencé, Madame Béragne, votre intervention en disant que vous aviez regardé la vidéo. Non, j'ai écouté. Oui, écoutez, pardon. J'ai écouté la Oui, pas de problème. La bande son, même la vidéo, vous pouvez la regarder, hein, les publics. Non, elle est sur votre page. Oui, mais elle est ouverte au public. Et donc, on va faire un peu la même chose parce que vous faites une très longue intervention. Donc, on réécoutera ce que vous avez dit pour pouvoir vous répondre. Par contre, vous commencez votre intervention en parlant d'une décision du 14 décembre. Alors que le tableau qui avait été présenté sur les décisions de 2022 n'était pas du 14 décembre. Et sur que, votre intervention, vous évoquez le 14 décembre, monsieur. Oui, parce que c'est mis dans une des délibérations, dans la délibération sur la cantine à 1 euro, je crois. Et c'est à Et celle-là qu'elle que je me n'existe réfère. pas, cette décision. Elle est publiée nulle part, elle n'existe pas. Et donc, vous faites référence, il y a un mélange des genres. Alors, on n'est pas là pour mettre en cause les services, on l'a déjà dit. Par contre, vous avez une responsabilité. Quand vous sortez 3 ou 4 documents successifs et que ces documents mettent des chiffres différents, c'est pas pinailler de notre part que de faire la remarque que ces décisions-là sont erronées. La dernière décision modificative du 6 janvier 2023 dit annule et remplace la décision précédente, elle est elle-même erronée. Et on va vérifier, mais... C'est ce que je vous rectifie aujourd'hui, c'est ce que je vous explique. Oui. Alors après... Et je reconnais en plus que nous avons fait une erreur. Donc, voilà. Cette décision modificative, Madame Béragne, elle fait encore référence à l'autorisation donnée par le conseil municipal au maire de décider d'une date de 2022, ce qui est erroné. Et par contre, sur les quotients, c'est bien inférieur à 1000, ce qu'on a voté en décembre. Et donc la décision, quand vous regardez le tableau de la décision modificative de début janvier 2023, ceux qui sont à 1000 payent 3,40 € ou 3,70 €. Et donc à un moment, vous pourriez reconnaître, effectivement, non seulement que c'est une erreur, mais que notre intervention était justifiée. Et comme dit M. Cordero, en commission on intervient, mais quand on n'a pas le document avant, selon les commissions, en fait, les documents sont envoyés avant, ou sur table ou sur papier. À cette commission-là, j'y ai participé, on n'a eu qu'une présentation sur écran. Et donc, c'était relativement complexe. Et on l'a dit la dernière fois, votre augmentation des tarifs, elle n'a jamais été discutée. Alors qu'en l'intervention, dernier conseil municipal, M. Royer, vous commencez votre intervention en disant que vous allez faire une proposition d'actualisation des tarifs. Et en fait, on nous a dit, dès qu'on est intervenu là-dessus en décembre, que c'était une décision du maire et qu'on n'avait pas à en parler. Alors que vous relisez votre déclaration préalable, vous disiez que vous alliez proposer au conseil municipal l'actualisation des tarifs. Ok, très bien. Bon, alors, on revient à l'ordre du jour. Donc, décision du maire. Donc, décision du maire, je vous rends compte des décisions que j'ai prises. Donc, il y a eu 3 décisions. Résiliation des travaux de réhabilitation de l'ancienne décharge du Bossin à Trévière
Donc c'est l'entreprise Cola France Établissement Cadet qui a été retenue pour un montant TTC de 330 790,80 €. Procédure d'appel d'offres et décision du groupe de travail marché qui a eu lieu le 14 février 2023. Deuxième décision, aménagement des rues de la Glandière, de la Jodinière et de la Chionnière. C'est aussi l'entreprise Cola France Établissement Nantes Nord qui a été retenue pour un montant de 807 200,94 €. Procédure d'appel d'offres et décision du groupe de travail marché du 14 février également 2023. Troisième décision du maire, ça c'est une recette, elle n'est pas très importante, c'est une recette, versement d'indemnité pour un sinistre de 2022 concernant un panneau de signalisation accidenté à Noé-Violin. C'est le groupe AMA, le sur groupe AMA qui nous verse une recette de 184,32 €. C'était validé le 27 février 2023. Voilà pour l'émission du maire. Et voilà, et je pense avec la parole de Mme Prono pour du robe. Présentation du débat d'orientation budgétaire 2023. À l'article 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi 2015-930 du 7 août 2015, article 7, portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoit l'obligation pour les communes de plus de 3500 habitants de voter dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget un débat sur les orientations générales du budget d'OB accompagné d'un rapport sur les orientations budgétaires. Tu veux le prévoir sur la diapositive. Je vais vous le mentionner. Donc je vais passer directement à la présentation du diaporama. Si, c'est bon. Ah oui, d'accord. Je comprends. Mais c'est à l'écran, mais pas ici. Je suis là pas. Non, je ne suis pas ici. Ah. Je vous propose le sommaire suivant, l'introduction, puis les éléments de contexte économique, les recettes de la commune, les dépenses de la commune, les investissements, l'épargne, la dette et en annexe les ratios. Tel qu'il a été présenté dans le document que vous aviez eu en commission ressources. En introduction, l'article 23-21, c'est ce que je viens de dire du Code général des collectivités territoriales, rend obligatoire la tenue d'un débat d'orientation budgétaire dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif, afin de permettre au conseil municipal de débattre sur les grandes orientations du prochain budget. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, précisée par le décret du 24 juin 2016, a renforcé le rôle du DOB en définissant son contenu formalisé dans un rapport. Le rapport présenté comme support à ce débat retrace les éléments essentiels de la politique budgétaire suivie par l'équipe municipale et les hypothèses retenues pour construire et équilibrer le budget primitif 2023. Il sera demandé aux élus de prendre acte de la tenue du DOB 2023 sur la base du rapport d'orientation joint à la délibération correspondante. Je vais aborder les éléments de contexte économique. Après une reprise de la croissance en 2021 suite à la crise Covid 2020-2021, la guerre en Ukraine déclenchée par l'invasion russe au mois de février 2022 a provoqué une forte hausse du prix des matières premières et des difficultés d'approvisionnement pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Les mesures prises en France, bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité, remise sur les carburants, ont atténué la hausse de l'inflation.
Elle était en moyenne de 6% pour l'année 2022, parmi les niveaux les plus bas constatés au sein de l'Union européenne. Elle est évaluée à 6% en 2023 et devrait se rapprocher de 2% les années suivantes. C'est dans ce nouveau contexte qu'ont été élaborés les projets de loi de programmation des finances publiques 2023-2027 et de programmation de la loi de finances 2023. Les mesures pour les collectivités relatives à la loi de finances pour 2023. La partie fiscalité locale. Tout d'abord, la suppression de la contribution sur les valeurs ajoutées des entreprises. Trélière n'est pas concernée. S'agissant de la revalorisation forfaitaire des bases pour la taxe foncière, elle s'élèvera au niveau du glissement annuel de l'indice des prix de la consommation harmonisée à 7,1%. La loi de finances pour 2023 prévoit également une extension du nombre de communes pouvant majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Trélière est éligible, mais n'a pas fait le choix d'une revalorisation de cette taxe. Elle restera donc à 21,60% en 2023 pour une recette de 69 000 €. Enfin, le partage de la taxe d'aménagement. À l'échelle de la CCEG, les communes et l'intercommunalité ont fait le choix d'un reversement de la part de leur taxe d'aménagement perçue dans le périmètre des parcs d'activité. Pour Trélière, la part de taxe d'aménagement concernée pour 2023 est de 37 000 €. Donc une baisse, la moyenne annuelle étant de 110 000 € entre 2017 et 2022. La raison est fort simple, c'est qu'il y a moins de foncier maintenant sur les parcs d'activité rageux. Donc la dépense sera moins élevée. S'agissant des aides, le projet de loi de finances prévoit un nouveau dispositif de soutien aux collectivités territoriales, le filet de sécurité 2022. Pour être éligible, la collectivité devra avoir, entre autres, une épargne brute en baisse de 25% en 2023. Trélière n'est pas éligible à ce dispositif en 2023. S'ajoute au filet de sécurité un amortisseur électricité, visant à garantir un prix raisonnable de l'électricité aux collectivités, dès que le prix sur le contrat dépassera les 180 MWh. Trélière ne devrait pas être non plus concernée en 2023. En effet, nous avons fait des estimations par nos services et nous avons également fait une demande auprès de nos fournisseurs en attente de leur réponse. Mais a priori, on n'atteint pas le plafond demandé pour pouvoir bénéficier de l'aide. Enfin, pour accompagner les collectivités vers l'adaptation aux enjeux du changement climatique, un fonds vert sera mis en place pour des projets en faveur du climat et de la biodiversité. En 2023, Trélière répondra à l'appel à projet de l'État pour valoriser l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du centre technique municipal. Nous allons passer aux recettes de la commune. L'inflation. Les communes connaissent depuis 2022 un contexte inflationniste inédit, qui les touche plus durement que les autres collectivités. L'indice des prix des dépenses communales, appelé aussi panier du maire, élaboré par l'AMF et la Banque postale, mesure l'inflation réellement supportée par les communes en appliquant à chaque poste de leurs dépenses l'indice de prix correspondant. Vous avez donc sur votre gauche le graphique d'évolution nationale des matières premières, la courbe grise de très forte augmentation en 2021 et 2022 pour les énergies, électricité, gaz, vapeur, air conditionné, 68,3% d'augmentation. La courbe en orange, là aussi un pic d'augmentation en 2022 pour les combustibles et les carburants, 50,1% d'augmentation. Et les trois autres dépenses supportées par les communes, le secteur des travaux publics, du bâtiment et les produits alimentaires. Le surcoût pour la ville lié à l'inflation sur le budget 2023 est estimé à près de 300 000 €. Les principales augmentations sont les suivantes. Le prix des énergies, 120 000 €.
L'eau, 22 000 euros. Carburant, 2 000 euros. Denrées alimentaires, 50 000 euros. Point d'indice des fonctionnaires, 100 000 euros. La fiscalité directe. Comme le disait Monsieur le maire en entrée du conseil municipal, la population de la commune de Trélières est en forte hausse depuis les 15 dernières années. La ville a en effet pris près de plus de 2500 habitants supplémentaires, soit 30% de croissance. Cela a occasionné le développement important de services supplémentaires. À titre d'illustration, en 2022, les surcoûts liés à l'inflation et la croissance démographique sont estimés à plus de 660 000 euros. Augmentation du point d'indice pour 100 000 euros, création de postes supplémentaires 360 000 euros, charges de fonctionnement 200 000 euros. Le surcoût est estimé à 300 000 euros également en 2023. Chaque année, les valeurs locatives cadastrales des logements qui servent de base pour le calcul des impôts locaux sont revalorisées par l'application d'un coefficient forfaitaire. Pour 2022, le coefficient était de 3,4%, soit une recette de 260 000 euros. Pour 2023, ce coefficient a été revalorisé à 7,2%, soit une évolution de recette fiscale de 416 000 euros pour la commune. C'est pas par l'État, ça. C'est une valorisation de valeur qui a été reprise par l'État. Oui. Pas nous. Oui, prévu par l'État, tout à fait. À cela viendra s'ajouter une perte des dotations de l'État à hauteur de 168 000 euros entre 2023 et 2024, liée au passage à 10 000 habitants. Les recettes liées à la revalorisation des bases fiscales ne suffisent pas à couvrir l'ensemble de ces différentes évolutions. À cet effet, l'équipe municipale a fait le choix de proposer une augmentation unique des impôts directs de la commune de 3% en 2023, soit 178 000 euros supplémentaires. Compte tenu de la dynamique démographique et l'inflation, plus de la moitié des communes de la métropole nantaise et plus d'un tiers des communes de la CCEG ont également fait le choix d'augmenter leurs impôts locaux. À titre informatif, pour 2023, Nord-sur-Herbe, 5% d'augmentation, Éric, 3%, Sucé, 2%, Vigneux de Bretagne, 5%, Saint-Marc-du-Désert, 0,5% tous les ans, Grand-Champ-des-Fontaines en 2022, 2%. Et vous pouvez constater qu'au niveau des dépenses sur 2 années, ça nous a coûté 960 000 euros, alors qu'en recettes, nous avons que 686 000 euros. Donc même en valorisant les impôts directs communaux de 3%, ça ne couvrira pas du tout les dépenses engendrées par l'inflation et la croissance démographique. Évolution du produit fiscal de la collectivité de 2020 à 2023. Sur le graphique, sur votre gauche, vous avez en 2020, on le voit bien en marron, la taxe d'habitation et le foncier bâti. Taxe d'habitation que nous perdons en 2021. Par contre, effectivement, le foncier bâti remonte. C'est la récupération. Je vous rappelle que c'est l'ancienne exonération à taxe foncière ou la récupération de la part départementale que nous avons votée au conseil municipal en septembre 2021. Pour 2023, le produit fiscal de la commune est estimé à 6 411 000 euros, soit une évolution de 10,2%, qui se découpe ainsi la revalorisation des bases fiscales par l'État, 416 000 euros, augmentation de 7,2%, et la proposition d'augmentation de la fiscalité communale, 178 000 euros, 3%. On vous rappelle, il n'y a eu aucune augmentation communale depuis 15 ans, et ça serait la seule évolution sur ce mandat. Cette proposition vous sera proposée au conseil municipal, le prochain conseil municipal, fin mars ou début avril. La date n'est pas retenue. Je continue. S'agissant de la dotation globale de fonctionnement, je vous rappelle que la DGF est essentiellement basée sur des critères liés au potentiel fiscal et à la population.
Donc pour chaque graphique, vous avez les 3 couleurs. En marron, la dotation nationale de péréquation qui reste stable. En bleu ciel, la DSR, la dotation de solidarité rurale que nous allons perdre. Je l'annonçais, 168 000 euros, sauf que nous avons eu l'avis de la préfecture la semaine dernière. Les 168 000 euros vont être lissés, la perte va être lissée sur 2 ans. Donc nous avons quand même un petit gain de 84 000 euros et 84 000 euros aussi en 2024. Mais nous allons la perdre dans 2 ans. La dotation de solidarité urbaine, nous ne sommes pas éligibles cette année. Nous avons des critères, il faut des critères liés aux problématiques de la ville, des quartiers prioritaires, des logements sociaux. Total de la DGF pour 2023, 995 000 euros, soit une baisse de 5,59%. S'agissant du fonds de péréquation communale et intercommunale, l'objectif est de réduire les écarts de richesse fiscale au sein du bloc communal. Une fois le montant de reversement déterminé, celui-ci est réparti entre le PCI en fonction du coefficient d'intégration fiscale et entre les communes en fonction de leur population et de leur richesse fiscale. En ce qui concerne Trélières, l'attribution sera de 143 000 en 2023, c'est donc un montant stable. Synthèse des recettes réelles de fonctionnement. Sur le graphique en bleu marine, vous avez les impôts et les taxes, 6,55% d'augmentation. En vert, les dotations subventions, moins 8,76% liées du fait de la perte de la DSR, ainsi que de l'attribution du fonds départemental. En bleu ciel, les autres recettes d'exploitation, qui elles restent stables. Un total des recettes de fonctionnement pour 2023, 11 816 995 euros, soit une augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 2,91%. Recettes qui, je le précise, restent prudentes, mais nous pouvons estimer une augmentation, nous pouvons espérer une augmentation jusqu'à 4%. En 2023, l'évolution des recettes est donc de près de 3%, liée notamment à la revalorisation de la fiscalité, à l'évolution des produits et des services mesurés, liée à la refonte de la grille tarifaire aux familles en décembre 2022, la cantine à 1 euro, et des perspectives de recettes CAF prudentes. Et comme je le précisais pour les dotations, une légère baisse des dotations solidarité rurale et l'attribution du fonds départemental. Vous avez la structure des recettes réelles de fonctionnement en pourcentage. Donc, comme vous pouvez le constater, le premier poste le plus important, c'est les impôts et taxes pour 68,5%, les dotations, 15,4%, et les produits de services, 14,9%. Voilà en ce qui concerne les recettes de fonctionnement. Je vous propose de passer aux dépenses de la commune, en commençant par les charges de gestion. Charges à caractère général, couleur verte, pour 2 758 697 euros en 2023, soit 2,4% d'augmentation. Ces charges à caractère général comprennent entre autres 500 000 euros pour l'alimentation, 370 000 euros pour les fluides, 170 000 euros pour les fournitures administratives et scolaires, 120 000 euros pour les locations, 100 000 euros pour les assurances multirisques, 100 000 euros pour les assurances pour le personnel. En bleu ciel, les autres charges de gestion courantes, à savoir, ce sont les subventions aux associations, au CCAS et l'OGEC, soit une augmentation de 12,37%. Petit focus sur les dépenses de fluides. En bleu marine, vous avez l'eau et l'assainissement. En 2023, 48 000 euros. En bleu ciel, les énergies, électricité, chauffage urbain pour 420 000 euros. En vert, les carburants et les combustibles pour 51 000 euros. Un total des dépenses de fluides de 519 200 euros, soit une augmentation de 23% sur l'année 2023. Charges de personnel.
vous avez l'évolution de la masse salariale entre 2021 et 2022, plus 12%. Entre 2022 et 2023, 5,1%. Je vais vous faire un petit zoom sur la partie RH. 2022, plus 12 postes petite enfance, jeunesse. Enfant-jeunesse. La priorité, c'est la réponse à la croissance démographique. Pour information, 23% de la population attrayère a moins de 15 ans. 2022 a vu l'extension du multi-accueil avec 5 recrutements. Extension qui permet d'accueillir désormais 15 enfants supplémentaires. 3 ouvertures de classe à la rentrée 2022, donc 3 recrutements d'ASEM, avec une volonté politique de diminuer le nombre d'élèves par classe. Ce qui veut dire de meilleures conditions d'apprentissage pour les scolaires, une amélioration des conditions de travail pour les professeurs des écoles et des ASEM. Pour information, depuis 2013, 400 enfants supplémentaires scolarisés à Treillières. La nouvelle organisation de l'accueil des loisirs, suite au succès de participation d'activités au centre de loisirs et des séjours avec hébergement. Révision du taux d'encadrement avec un renfort de l'équipe d'animateurs, plus 6 animateurs. Résultat de cette action. Cette organisation permet d'accueillir désormais 56 enfants supplémentaires. Il n'y a plus de liste d'attente. Vous imaginez la satisfaction et le soulagement des familles. En contrepartie des dépenses, participation financière non négligeable de la CAF, un gain de 21 000 € sur cette nouvelle organisation de l'accueil des loisirs. J'en profite également pour vous rappeler le bonus territoire qui a été validé, conventionné entre la CAF et la mairie de Treillières, en lieu et place du contrat en France jeunesse, qui va nous permettre une recette supplémentaire de 139 000 €. Sur cette partie, je tiens à affirmer notre politique de gestion en régie, que ce soit le multi-accueil, les centres de loisirs, le périscolaire, il n'y a aucune externalisation, contrairement à d'autres communes. Tout se fait en régie, également pour la prestation d'entretien des bâtiments, le ménage. Je m'interroge, en tout état de cause, peut-on aller contre cet attachement à poursuivre l'accompagnement social et solidaire des jeunes et leurs familles? Après les 12 postes de petite enfance, enfant jeunesse, il y a eu 2 créations d'emplois de direction. Une restructuration des services pour une commune qui doit s'adapter à la croissance démographique. Et il y a également une réponse en grande partie aux observations de la Chambre régionale des comptes. Rappelez-vous, elle précisait un sous-encadrement préjudiciable au fonctionnement. La gestion de la collectivité pâtit d'une insuffisance de RH et d'encadrement. 2022 a donc vu la réorganisation de la direction des ressources humaines et financières, une évolution du poste communication, la création d'un poste à la culture, la réorganisation du CCAS pour mieux accompagner les demandeurs. 2023, nous prévoyons plus 100 000 € qui correspond à l'augmentation de la valeur du point d'indice. Je vous rappelle la revalorisation de 3,5% en juillet 2022 et éventuellement une prévision de 4,3% en 2023. Il s'agit de toute façon d'un bon coup de pouce financier pour les agents communaux. 225 000 € pour des créations de postes pour renforcer les services, espaces verts, voirie, bâtiments, police municipale, communication. Les recrutements s'étaleront sur l'année. En conclusion sur la partie RH, l'objectif que l'équipe majoritaire a donné à la direction est de stabiliser et faire évoluer l'organisation pour mieux piloter les actions inscrites au projet politique. À cet effet, un projet de mandat et d'administration est en cours et devrait être rapidement déployé. Je tiens à remercier et encourager Monsieur le directeur général et les directeurs pour répondre aux enjeux. Le dernier graphique est l'évolution des effectifs. Équivalent temps plein, nous arrivons à 175 équivalents temps plein en 2023. Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement. En bleu marine, les charges de gestion, 4% d'augmentation. En vert, les charges de personnel, 5,1% d'augmentation. En rouge, les charges financières, ce sont les intérêts d'emprunt, qui sont en baisse. Comme nous faisons, il n'y a pas d'emprunt, moins 5,67%. Les autres dépenses en marron clair
qui concerne les provisions et contentieux pour créances, moins 11,73%, et qui pourrait continuer à baisser en 2024, si les dossiers que nous avons en cours ne vont pas jusqu'au contentieux. La structure des dépenses réelles de fonctionnement en pourcentage. Donc, le premier pavé, ce sont les charges de personnel, 64,9%, et en deuxième, les charges à caractère général, 26,7%. Des dépenses réelles de fonctionnement de 10 331 149 euros, soit une augmentation de 4,26%. Une dépense réelle de fonctionnement par habitant à 1 002 euros, la moyenne nationale étant à 1 071 euros. Je vous propose désormais les investissements de la commune. Notre trajectoire financière est la suivante. Pas de dégradation de l'encours de la dette entre le début et la fin du mandat. Le maintien d'un taux d'épargne brut au-dessus du seuil de 10%. Une hausse mesurée de la fiscalité pour accompagner le développement de nouveaux services. Un plan d'investissement ambitieux à près de 18 millions avec l'hypothèse du groupe scolaire évolutif à 7 millions d'euros. Le maintien d'un haut niveau de subvention et renforcement du lien aux associations. Une capacité de désendettement inférieure à 7 ans. Trajectoire financière pour les élus étant une épargne nette supérieure à 500 000 euros à la fin du mandat en 2026. Nos orientations politiques. La politique de la ville porte sur 4 objectifs principaux. Une ville solidaire et citoyenne, avec l'éducation jeunesse petite enfance et les solidarités. Concernant l'éducation jeunesse petite enfance, une prévision de 7 130 000 euros. L'extension du multi-accueil qui a été achevée et le groupe scolaire d'Arincé. Les solidarités, 45 000 euros pour la réhabilitation de 2 logements d'urgence. Deuxième objectif, une ville durable, avec l'aménagement des espaces publics et tranquillité publique, la transition énergétique et environnementale, les bâtiments et l'urbanisme foncier. Concernant l'aménagement des espaces publics, tranquillité publique, un montant de 2 854 250 euros. Pour les réfections de voies, postes de Gèvres, les meuniers, la gréandière jardinière, le plan MOBI, la vidéoprotection et les travaux divers. Transition énergétique et environnementale, 1 592 270 euros pour des rénovations énergétiques au centre technique municipal, dans les écoles, l'éclairage public, la remise en état du cycle Beaussin. En ce qui concerne les bâtiments, 1 057 307 euros pour les sécurisations, l'agenda d'accessibilité programmée et les travaux divers. Et enfin, l'urbanisme foncier, 585 255 euros, avec une recette envisagée à 1 205 000 euros pour les taxes d'aménagement, les acquisitions et les ventes. Le troisième objectif, une ville attractive et dynamique, avec la culture et patrimoine, le sport, développement local, vie associative. La culture, 3 05 150 euros, avec la remise en état de la façade extérieure de château, le théâtre de verdure dont les travaux ont commencé, et le transfert de l'école de musique et de son installation au presbytère. En ce qui concerne le sport, 381 630 euros, avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur le boulodrome actuel et la réhabilitation des salles de sport. Le développement local et vie associative, 1 562 460 euros. Réunification des places, c'est fini. La Treille, l'ex-restaurant La Treille. Et enfin, le bâtiment, la Ménardet. Et enfin, la modernisation de l'administration. 1 323 470 euros pour l'informatique, les VL, mobilier, matériel. Il s'agit bien là de moyens techniques et technologiques.
Vous avez le mode de financement des investissements avec un autofinancement qui va s'achever en 2026 qui est estimé à 537 477 €, des subventions FCTVA et autres recettes d'investissement en 2026 qui arriveront à 1 285 509 €. Pas d'emprunt depuis 2018, le premier emprunt démarrerait en 2024 avec si le groupe scolaire, l'ARINCE, devait se faire. À cet effet, en ce qui concerne le groupe scolaire, nous avons prévu également sur la PPI l'année dernière, 3,3 millions d'emprunts pour l'école. Vient de se rajouter 1,5 million pour l'augmentation des taux d'intérêt bancaires, ainsi que les dépenses supplémentaires pour le groupe scolaire. Les orientations d'investissement du mandat en dépenses d'investissement 2026 qui s'achève à 4 386 198 €. Je vous rappelle que ce sont des prospectives. Orientation d'investissement du mandat en recettes à la fin du mandat, 9 866 458 €. L'épargne de la commune. Donc sur cette diapositive, je vous ai encadré l'épargne brute. Ce qui nous intéresse, c'est l'épargne brute, le taux d'épargne brute, l'épargne nette et les capacités de désendettement. Les 4 diapos suivantes vont aller dans cet ordre-là. L'épargne brute et les frais ciseaux. En vert, vous avez l'épargne brute. La ligne bleue, ce sont les recettes. La ligne rouge, ce sont les dépenses. Recettes réelles de fonctionnement moins dépenses réelles de fonctionnement. Cela va nous donner notre autofinancement, qui va nous permettre de rembourser la dette, d'autofinancer les investissements et d'alimenter la trésorerie. Certes, l'épargne brute, en début de mandat, 1 611 548. En fin de mandat, 1 431 675 000. Sans compter sur l'inflation qui est passée par là. La dotation des provisions, nous avons provisionné 1,5 million en début de mandat et on se rend compte qu'au fur et à mesure, l'enveloppe budgétaire va diminuer. Et bien sûr, la réalisation de projets. Qui dit réalisation de projets dit charges, augmentation des charges en fonctionnement. Le taux d'épargne brute de la collectivité et des seuils d'alerte. Le taux d'épargne brute correspond au rapport entre l'épargne brute hors produit et charges exceptionnelles et les recettes réelles de fonctionnement de la commune. En vert, vous avez donc le taux d'épargne brute. La ligne jaune, c'est le seuil d'alerte, 10%. La ligne rouge, le seuil limite à 7%. Donc, durant tout le mandat, nous serons au-dessus du seuil d'alerte. La moyenne sur le mandat, je vous ai fait une petite moyenne, 2021-2026, 12,66%. L'encours de dette. L'encours de dette se maintient entre 2020 et 2026, 8,2 millions. Nous irons jusqu'à 8 585 000, sans compter sur le groupe scolaire qui devrait démarrer en 2024. La dette par habitant, 561 €, alors que la moyenne nationale, elle, est à 862 €. C'est en comptant, pardon, en comptant. C'est sans compter sur. Merci. La capacité de désendettement de la collectivité. Donc elle se calcule, elle est en année. Nous démarrons le mandat à 4,64 années d'endettement pour finir à 6 années. Donc là aussi, le seuil d'alerte étant à 12 ans, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a donc pas de dégradation de la capacité de désendettement. La moyenne sur le mandat, 4,67 années. C'est toujours l'école, oui, c'est toujours le groupe scolaire. Exact. Je vais terminer la présentation d'Europe par les ratios. Une
une dépense réelle de fonctionnement par habitant à 1 200 € à Trélières en 2023. La strate nationale des 10 000 habitants est à 1 071 €. Les dépenses d'équipement par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement à 458 € à Trélières, la strate étant à 292 €. Donc là, effectivement, on peut se dire qu'on est largement au-dessus de la moyenne. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit là de dépenses d'investissement, donc qui vont venir enrichir le patrimoine. Et qui, pour moi, une commune qui n'investit pas, c'est une commune qui se meurt. La dette par habitant, je l'ai déjà précisé, 561 € à Trélières, 862 € la strate nationale. Dans les recettes, la fiscalité par habitant, 621 € à Trélières, 596 € sur la strate à 10 000 habitants. Des recettes réelles de fonctionnement par habitant à 1 142 €, elles sont à 1 272 € au niveau national. La dotation globale de fonctionnement par habitant, elle n'est que de 87 € à Trélières. Et elle est vraiment très faible par rapport à la strate qui est à 173 €. Et enfin, les 4 dernières ratios, ce sont des pourcentages. Dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement, 64 € à Trélières. 64%, excusez-moi. Comment ça? La strate nationale à 61%. Les dépenses réelles de fonctionnement plus le capital par rapport aux recettes réelles de fonctionnement, 94%, la strate à 91%. Les dépenses d'équipement par rapport aux recettes réelles de fonctionnement, 40%, la strate est à 23%. L'encours de dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement, 63%, la strate étant à 68%. J'en ai terminé sur la présentation du ROM, donc je pense que nous pouvons ouvrir, monsieur le maire, le débat. Merci Merci Isabelle, très bien présenté. Alors, on va laisser. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent intervenir? Madame. Oui. Je voudrais juste que vous reveniez sur le tableau qui présentait sur le financement des investissements. Vous avez présenté un tableau avec la part d'autofinancement et les subventions, FCTVA et autres subventions. Si vous pouviez revenir dessus. En dépenses ou recettes? Non, celui-là. En recettes, oui. Ah, pardon, en recettes. Oui, parce qu'en fait, il y a, c'est celui-ci, oui, oui. Oui. Non, c'est le précédent. C'est dépenses alors. Non, Encore. celui-ci. Oui. Il y a les chiffres qu'on a sur le dossier qui nous a été envoyé et celui que vous projetez. On n'a pas les mêmes chiffres en 2023, en 2024, en 2026 et en 2026. 25 et 26. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Effectivement, je n'ai pas apporté de précision là-dessus. Il y a eu une modification des chiffres, donc c'est en recette, donc c'est moins grave qu'en dépense, effectivement. Et cette diapositive a été modifiée hier, donc on n'estimait pas utile de ressortir le ROB pour ça. En fait, il s'agit de modifications de chiffres qui sont liés au périscolaire, avec la nouvelle organisation qu'il va avoir en septembre 2023. Donc nous vous apporterons tous les détails. Il s'agit d'une recette supplémentaire de 37 000 €. Je pense que, Maïté, tu en as parlé de la réorganisation qui interviendra en septembre 2023. Donc on pourra en revenir dessus là. Oui, effectivement, on est en train de travailler sur la mise en place de réservations, sur les goûters intégrés au temps périscolaire et sur les petits déjeuners intégrés également au temps périscolaire. Donc c'était effectivement une possibilité de recettes supplémentaires. D'accord. Vous avez dit 37 000 €. 37 000 € supplémentaires. Ok. Effectivement, il y aurait eu des incidents sur les dépenses, on se serait permis. Non, mais c'est pour bien comprendre et oui, voilà, fait, suivre oui, la c'est logique. J'ai bien vu au moment de la présentation. Ben oui. Merci. Je souhaite intervenir, merci.
Alors donc quelques constats pour commencer sur ces orientations budgétaires pour l'année 2023 et les suivantes. Donc l'année 2023 est l'année des hausses de la pression fiscale pour les Tréliérains. Donc vous avez décidé d'augmenter les impôts de 3%. Et en parallèle, vous avez décidé d'augmenter les tarifs de services de la commune, dont la restauration scolaire, qui se traduit pour un bon nombre de familles, enfin pour certaines familles, par plus de 30% de hausse. C'est, selon nous, quand même la double peine pour ces familles tréliéraines. Pourtant, ces hausses d'impôts n'empêchent pas d'avoir le taux d'épargne brut prévu pour 2023 le plus faible depuis 2005. L'orientation budgétaire de ce taux d'épargne brut sur les années qui suivent est à la baisse, donc jusqu'en 2026. Visiblement, vous ne trouvez pas les moyens d'inverser la tendance. Donc les 6 ans de votre mandat conduisent à appauvrir la commune. C'est grave et nous voulons le dire ce soir. L'actualité n'est pas facile pour les collectivités, on le sait. Plusieurs communes ont décidé des plans, avec des mots qui font des fois un petit peu peur, de restrictions budgétaires, d'économies. Vu la conjecture, on aurait pu penser que Trélières aurait fait de même, un plan d'économie, et le présenter. Et bien finalement, le mot économie n'est jamais cité dans la partie sur la commune dans ce rapport. Tout autant que c'est synonyme, en tout cas pas une seule fois. Cet attentisme est pour nous incompréhensible et pas à la hauteur d'une commune comme la nôtre, qui vient de dépasser, comme vous l'avez répété plusieurs fois, et d'atteindre et de dépasser les 10 000 habitants. Pourtant, c'est maintenant que l'avenir de notre commune se joue, tout bouge, il faut avoir une vision et s'inscrire dans les transitions à venir. Or, on a cherché, mais on ne trouve rien sur votre vision, ou presque rien. Pourquoi ? Quelle est votre vision de l'avenir de la commune d'ici 2026 ? Eh bien, dans ce rapport d'orientation budgétaire, cela tient en une demi-page. C'est la page 2022. Vous expliquez en une petite demi-page à tous nos administrés ce que vous voulez transformer dans notre commune d'ici 3 ans. C'est décevant. Vous gérez au jour le jour et n'anticipez pas les changements à venir, qui sont pourtant majeurs. Nous tenions à le rappeler ce soir. Alors, des orientations budgétaires, nous en avons, et nous profitons donc de ce débat pour les présenter aux Tréliéraines et aux Tréliérains, représentés à travers ce conseil municipal. Elles s'orientent autour de 8 thèmes. Le premier thème concerne des mesures pour économiser l'énergie et la ressource en eau. Commençons par faire des économies en installant un outil qui s'appelle une centrale de gestion à distance pour tous les bâtiments communaux, qui consiste notamment à installer des capteurs pour tous les fluides, l'eau, le gaz, l'électricité, et ceci sert à les piloter à distance et en temps réel. Ce genre d'investissement est éligible aux primes CEE des collectivités, ce sont les certificats d'économie d'énergie collectivité. Cela couvre une bonne partie de ces équipements. Si on lançait cet investissement tout de suite, tous les bâtiments et les installations seraient pilotables à distance dès la fin de cette année. On pourrait, comme beaucoup de communes commencent à le démontrer, baisser drastiquement les consommations de fluides, en baissant par exemple les chauffages de façon ponctuelle dans certaines salles qui sont plus ou moins utilisées ou qui ne sont pas utilisées pour les mêmes usages et qui ne demandent pas les mêmes conforts. Tout simplement, ou avec un exemple concret, les cours de yoga dans une salle n'ont besoin d'un autre confort que certaines autres activités sportives. D'ici 2026, on pourrait avoir toute l'eau chaude des vestiaires et des sanitaires des bâtiments publics avec des panneaux solaires thermiques. On continue ainsi à apporter du confort aux usagers sans alourdir les dépenses de la commune. Rien de plus simple à faire, beaucoup de communes le font. Et encore une fois, avec des subventions et des partenariats à la clé. Le deuxième thème, selon nous, est de faire de la commune un acteur des circuits courts, en lien avec le plan alimentaire territorial pour une autonomie alimentaire. Une urgence d'ici 2026, c'est la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, surtout pour une commune comme Trélières qui a un outil aussi intéressant que sa cuisine centrale. Nous lancerions très vite l'achat pour la commune d'une ferme, de terrain, afin d'y organiser des productions maraîchères, maîtrise des approvisionnements et maîtrise des prix. Ceci n'est pas une utopie. Les communes de Lanvalet, Cazolet-Béziers, Vannes et bien sûr Montsartou le font déjà. Avoir une autonomie locale, pour un bon nombre de produits de base au moins, d'ici 2026, voilà une orientation budgétaire
qui nous semble enthousiasmante et possible, et le département est aussi mobilisable pour cette action concrète et réaliste. Le troisième thème concerne les équipements mutualisés. Alors vous voulez dépenser 1 million d'euros pour rénover un bâtiment du patrimoine communal, certes, mais un vieux bâtiment en école de musique, pas adapté aux besoins de l'école de musique, ne permettant aucun développement de cette école, alors qu'elle est très attractive. Ce n'est pas cela l'option que nous privilégions. Selon nous, il faut aller au bout du projet, en tout cas de ce scénario, de cette possibilité du projet de la salle culturelle à la Belle Étoile, prévu dans le plan pluriannuel d'investissement de l'intercommunalité. Dans une démarche de totale concertation et de co-construction, à laquelle nous tenons absolument, pourquoi ne pas étudier le projet de lancer un espace culturel qui regrouperait une salle et une école de musique d'ambition intercommunale à la Belle Étoile? Et si la CCEG ne se sent pas prête pour une salle culturelle, qu'à cela ne tienne, que la CCEG investisse dans une école de musique regroupant plusieurs communes à la Belle Étoile, en prenant en compte la volonté de cette école de se développer. À proximité d'un hypothétique, mais en attendant porté futur lycée, cela aurait encore plus de sens. La commune pourra participer avec une partie du budget que vous y allouez, actuellement alloué. Nous avons de grandes chances d'avoir cette école, on nous l'envie, il faut l'accompagner, il ne faut pas l'étouffer. Et soyons ambitieux, c'est le seul moyen d'avoir un équipement structurant à la hauteur des attentes des musiciens, et qui sait, par son développement, avoir un jour une fanfare issue de cette école qui nous accompagnera dans tous nos moments conviviaux sur la commune. L'ancienne maison paroissiale conserve son intérêt patrimonial, nous ne le nions pas. Elle peut répondre à bien d'autres besoins, comme les logements d'urgence. Nous reviendrons d'ailleurs plus tard sur cette question de logement. Notre quatrième thème est la vie associative. Concernant la vie associative, sportive et culturelle, nous avons une chance inouïe, une grande vitalité et des associations de qualité. Pour la culture, le théâtre et la musique sont en très bonne santé par exemple. Pour le sport, des clubs aux performances de très haut niveau et des résultats brillants à chaque saison, mais tout cela ne peut exister sans moyens. Au-delà des déclarations d'intention, nous ne voyons pas les moyens qui traduisent vos actions dans vos orientations budgétaires. C'est dommage. Les associations qui ne sont pas concrètement soutenues s'en vont ou meurent. Pour nous, il est essentiel pour l'animation et la vitalité de la commune de soutenir l'ensemble des associations. Pour cela, nous prendrions la décision de construire un bâtiment pluriannuel, un programme pluriannuel, pourquoi pas bâtiment, mais d'abord un programme pluriannuel d'investissement pour le monde associatif, mais pas seul. Bien au contraire, nous aurions associé et impliqué le monde associatif, dédié une enveloppe annuelle qui est débattue et adoptée en large concertation avec les associations et dont les actions résultent des arbitrages faits ensemble. C'est notre proposition. Là aussi, une espèce de commission extra-communale. Le cinquième thème est l'adaptation au changement climatique. Nous l'avons vécu l'année dernière, on nous l'annonce encore plus dur pour cette année. Sécheresse, réchauffement, canicule, il faut protéger nos concitoyens. Eh bien, créons de l'ombre, plantons des arbres, de la végétation, désimperméabilisons dès que la possibilité nous est offerte, préparons-nous à créer plus de confort en extérieur. Par 40 degrés, une rue à l'ombre d'arbres, c'est 10 degrés qui sont gagnés. La seule verdure dont vous parlez, c'est pour le théâtre de verdure. Mais ce théâtre en extérieur n'est pas une priorité pour nous. En termes de verdure, la priorité, c'est de végétaliser et de créer de l'ombre dans le bourg et les villages. Si le soleil et la chaleur sont de plus en plus au rendez-vous, les enfants n'iront pas se mettre en plein soleil dans un théâtre de verdure. Mais par contre, chaque jour, ils auront besoin de l'ombre dans les cours de récréation. Et quand cela sera au programme de journée scolaire, de sortie, ils iront, selon nous, bien plus dans les bois, à l'abri, plutôt qu'en plein soleil. La verdure, c'est en effet dans nos cours d'école qu'on doit la voir. Il faut engager rapidement la végétalisation des cours de nos écoles. C'est un confort quotidien qu'il faut apporter à nos enfants. Il faut agir aujourd'hui pour demain. Décider dès maintenant et programmer des travaux à raison d'une école par an, et il serait possible d'ici 2026 que les extérieurs de nos 3 écoles publiques soient adaptés au climat plus dur que nous allons connaître.
Toujours en termes de verdure, de gestion des eaux pluviales, de protection des terres nourricières, de préservation de la richesse biologique, de la trame verte, de corridors et d'habitats pour les espèces, l'orientation budgétaire qui nous paraît prioritaire est de planter des haies partout où cela est possible, le long des routes et chemins communaux, puisque là, nous y avons possibilité d'y agir. C'est l'un des outils rapides et directement pilotables par une commune pour agir sur la biodiversité. Et elle en a bien besoin, même chez nous. Nous avons la responsabilité d'agir sur ce point. C'est aussi cela notre vision de la gestion du patrimoine communal. Notre 6e thème concerne les équipements scolaires. Vous avez toujours donc 7 millions d'euros de prévus pour une future école. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous nous entretenez toujours dans une espèce de brouillard sur ce sujet. Besoin de 13 classes, puis de 8 classes, puis pas d'école, puis seulement repoussé, et encore un budget hypothétique pour une école conséquente. Bref, selon nous, c'est un sujet où nous sommes en pleine désorientation budgétaire. Vous allez encore justifier votre instabilité en nous disant que les effectifs scolaires sont eux-mêmes instables et peu prévisibles. Très bien, qu'à cela ne tienne, adaptons-nous. Et donc, retenez notre proposition d'étudier le scénario d'une école de taille primaire moyenne à la Ménardet. D'abord parce qu'il n'y a pas besoin d'une grande école là-bas. Cette école pourrait être modulable, comme la plupart des nouvelles écoles construites maintenant, modulable en nombre de classes, mais aussi en usage. Les bâtiments aux usages mixtes, dans la journée ou dans la semaine, les constructions évolutives, les constructions réversibles, sont moins onéreuses, plus rapides à mettre en œuvre, plus souples en termes de gestion, moins impactantes pour l'environnement. Ces locaux serviraient à d'autres usages, notamment ceux de la vie du village, lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Des quantités de communes arrivent à le faire, pourquoi pas nous? Et cela permettrait de libérer l'espace dans le projet d'aménagement de la Treille, en permettant, par exemple, mais c'est 2 sujets auxquels nous tenons beaucoup, en permettant la création d'un espace de coworking et d'un atelier de réparation, notamment de vélo ou de mini-ressourcerie locale. Le coworking, c'est un réel besoin actuel pour une commune de 10 000 habitants comme la nôtre. Et c'est aussi une solution sur les problèmes de déplacement, de bouchons que nous connaissons. L'atelier de réparation, de mini-ressourcerie, beaucoup de communes s'y mettent. Là aussi, ne soyons pas les derniers. Ce sont ces besoins qui sont l'avenir de la vie d'un village, comme la Ménardet, et aussi de notre commune. Nous le répétons ce soir, une école à la Rincée est un mauvais choix. Prenez le temps d'étudier un second scénario, plutôt que de s'enfermer aveuglement à créer une école dans un bourg où il y en a déjà 4, et au simple motif que la commune y dispose déjà d'une réserve foncière. Le 7e thème est un plan de mobilité durable, cohérent et complet. La mobilité, d'ici 2026, il faut, selon nous, faire vraiment plus de place au vélo dans le bourg et les villages. Déjà finir ce qui est commencé. Dans le bourg, il y a des bouts de pistes cyclables un petit peu partout, mais elles s'arrêtent fréquemment en bout de rue pour reprendre 50 mètres plus loin. Les ronds-points et les carrefours n'ont pas d'indication sur ce qu'il faut y faire quand on est en vélo. Il n'y a pas de fléchage sur la localisation des itinéraires cyclables actuels. Rue des Baleines, il faudrait refaire à peine 50 mètres pour que la piste devienne confortable. Il faudrait aussi dégager juste quelques places de parking en face de certains commerces et les réserver et les aménager pour les vélos. Bref, mettre de la cohérence sur l'utilisation du vélo dans le bourg. D'ici 2026, beaucoup de petites choses à faire, mais qui changeraient beaucoup la pratique du vélo et la façon de vivre dans le cœur de la commune comme dans les villages. Se déplacer moins cher et plus en sécurité est une attente forte des habitants. D'ailleurs, pour décongestionner la rentrée et la sortie quotidienne des écoles, là aussi, pourquoi ne pas se lancer et investir dans ce tout nouveau vélo-bus en bois fabriqué récemment à Nantes, le fameux Woody Bus dont les médias ont parlé, et expérimenter la desserte d'un quartier du bourg pour l'école Alexandre Vincent. Décarbonons le transport scolaire, c'est possible et sans une révolution. Notre 8e thème est le parcours résidentiel et l'offre de services. Un point très important, avec un fort enjeu, doit aussi faire l'objet d'une orientation budgétaire prioritaire pour nous. La commune doit intervenir pour proposer un meilleur parcours résidentiel sur la commune.
Nos jeunes ont du mal à rester sur la commune. Il n'y a pas assez de locations de logements intermédiaires, pas assez de logements sociaux. La commune a peu de foncier, mais elle en a. Vous ne pensez qu'à le vendre à du privé? Eh bien non. Un des outils principaux pour orienter un habitat vers les logements dont nous avons besoin, c'est de garder le foncier et d'y décider ce qu'il doit s'y construire. Il faut aussi innover et pousser les nouveaux modèles de partenariat avec les promoteurs. Ça existe, ça se fait. Les outils juridiques, là aussi, existent. Il faut juste avoir la volonté de sortir du schéma classique de la cession. 2 exemples. Le foncier près de la mairie, où est l'école de la musique, et le foncier à la Ménardet en face de la Treille. Si on veut des logements pour des jeunes, des primo-accédants, des jeunes et des primo-accédants, la commune doit rester maître de ce foncier. Alors nous allons écrire au sein de la CCEG un nouveau programme local de l'habitat pour les 6 ans qui viennent. Il est urgent de proposer des solutions à la hauteur de chacune des communes et donc de la nôtre. En matière de commerce, c'est d'ailleurs la même approche que nous proposons. Rester maître du devenir en ce qui concerne certains locaux commerciaux afin de permettre l'installation de commerces dont nous avons besoin. Des commerces de proximité et du quotidien. Des montages existent, notamment à travers les baux sur le long terme, qui soulagent les finances de la commune, mais c'est de l'investissement à long terme nécessaire si on veut que notre commune garde ses jeunes, accueille des familles qui utilisent nos écoles et les services qui sont déjà en place, et offre un parcours résidentiel qui change dans la vie. C'est une orientation budgétaire qui devrait ressortir et qui devrait être transpartisane sur le long terme. Toutes ces propositions sont tout à fait applicables et prêtes à être mises en œuvre d'ici 2026, dès cette année. Elles répondent aux enjeux de la commune, et ce qui est primordial pour nous, c'est la méthode de mise en œuvre de ces orientations pour l'avenir de notre commune. Cette méthode serait l'association et l'implication, du début à la fin, dans tous nos projets, des tréliérains et des acteurs concernés, sur les choix à faire, les priorités à déterminer, sur les projets concrets. Une méthode à l'opposé de ce que nous constatons, la vôtre, qui est de décider trop souvent seul, sans consultation de la population, sans même parfois une information. Cela éviterait la multiplication des collectifs d'habitants sur tant de sujets que nous constatons depuis 3 ans. Donc voilà les orientations budgétaires que nous souhaitions présenter aux tréliéraines et tréliérains ce soir. Des orientations expliquées, détaillées, qui montrent vers quoi on veut aller, qui restent sérieuses, car déjà lancées par d'autres communes, et qui soient enthousiasmantes. Loin de ce que nous pouvons lire et présenter dans le document, qui est si peu expliqué, détaillé et cohérent, où il n'y a pas de réponse aux urgences sociales, aux urgences environnementales et climatiques, pas d'explication, pas de projet global. Alors, M. Renou, je vais vous répondre. Je suis, comme d'habitude, vous ne changez pas, vous êtes toujours très critique vis-à-vis de la gestion financière de la commune. Vous n'êtes pas comme nous, on est des visionnaires. Et moi, je vais vous dire une chose. Depuis 10 ans que je suis maire, je suis arrivé en 2012. Je suis très fier de tout ce qu'on a fait avec nos équipes respectives. Depuis 10 ans, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi que la commune s'est transformée? Pourquoi que la commune est devenue attractive? Pourquoi que tout le monde veut venir habiter Trélières? Parce qu'on a développé des services, des écoles, du sport, de la culture, des aménagements routiers. On a fait beaucoup de choses. Et je vous rappellerai quand même un chiffre, c'est la seule commune du département qui a aussi investi sur l'ancien mandat de 6 ans, plus le mandat actuel. Sur les 12 années, on aura investi 51 millions d'euros en investissement. C'est du jamais vu dans une commune de nos strates sur le département. La commune s'est transformée. C'est plus une petite commune, c'est une petite ville. Tout le monde est... D'ailleurs, les nouveaux arrivants, quand ils viennent, la première chose que je leur demande, pourquoi vous êtes venus à Trélières? Parce qu'à Trélières, il y a tout. Vous avez regardé le côté rural de la commune, qui est très sympathique. Il y a tout. Il y a 2 collèges, il y a 3 groupes scolaires. Il y en a pour tous les groupes, du privé, du public. Il y a de l'environnement aussi. On a beaucoup, contrairement à ce que vous dites, on a beaucoup développé tout ce qui est plantation, espace vert. On n'a jamais autant créé d'espace vert. D'ailleurs, on fera un petit bilan là-dessus, parce que encore récemment, je ne sais pas si vous avez regardé,
l'aménagement du parc de la Boisserie, vous avez le nombre d'arbustes et d'arbres qu'on a plantés et d'espaces verts qu'on a créés. On n'a jamais autant créé d'espaces verts sur la commune. On n'a jamais autant planté d'arbres sur la commune. Alors quand vous parlez qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, les écoles, je rappellerai quand même que les écoles, quand je suis arrivé en 2013, on avait une école de la Chenelle avec des bungalows qui n'étaient pas du tout aux normes. Et ça ne vous gênait pas qu'on mettait les enfants pendant des années. Vous n'êtes pas soucié de faire une nouvelle école à l'époque quand vous étiez aux affaires. Quand je suis arrivé en 2012 comme maire, fin 2012, première chose qu'on a eu à traiter, c'est une école. Elle n'était pas aux normes, l'école de la Chenelle. Rien n'était aux normes. Alors, je vais bien avoir des leçons de vous, mais quand même, il y a des limites. Alors, moi, je suis très fier de ce que j'ai fait depuis 10 ans comme maire, et ce qu'on a fait, parce que je ne suis pas tout seul, avec mes équipes respectives, depuis 10 ans. Moi, je suis très fier, et d'ailleurs, je suis très content, parce que quand on voit la notation de la commune sur le département, quand on voit que les gens qui viennent à Trélières sont tous heureux, moi, je rencontre beaucoup de gens, je discute beaucoup avec les gens, et tous les nouveaux, au marché, tout ça, je discute avec eux, ils sont tous satisfaits de tout ce qu'on a fait à Trélières depuis 10 ans. Alors, arrêtez de noircir le tableau et de dire que vous n'avez peut-être pas la même vision que nous, vous avez une vision mais ça c'est votre problème, mais de dire qu'on gère mal la commune, de dire qu'on n'a rien fait pratiquement sur l'environnement et tout ça, alors qu'on a fait l'éclairage. On est la première commune du département à avoir mis en place les mâts solaires. On est la première commune du département à mettre de l'éclairage en LED. À l'époque, je me rappelle, on m'a dit c'est pas possible, personne ne fait ça, les LED, ça ne durera pas, ça va bien mal et tout ça. On a été la première commune à mettre du LED en éclairage public. Je me rappelle, tout le centre-ville a été changé, tous les 87 bancs ont été mis en LED. On a continué cette politique-là, on a continué à développer le bois solaire, on va continuer à développer, d'ailleurs regardez le CTM, on va le recouvrir d'une nouvelle toiture avec des panneaux solaires. Alors, je veux bien entendre tout, mais quand on vous entend, on n'a rien fait. On va surtout finances, investissement, vision de la commune et tout ça. Dans les écoles, je vous rappelle quand même que les écoles, depuis que je suis maire, on a mis 10 millions d'euros pour les écoles. Kergomar, nouvelle école, on a agrandi le groupe scolaire. Alors les écoles, on a fait beaucoup pour les écoles. On a fait beaucoup pour la jeunesse, vous nous reprochez de rien faire pour la jeunesse. En 2022, c'était l'année de la jeunesse. On a beaucoup dépensé, on a beaucoup investi, on a beaucoup développé. Le maire s'en est occupé, il va pas me le remercier déjà. La jeunesse, c'était un véritable succès, tout le monde est content. Hein. Alors la jeunesse, les écoles, alors, quand maintenant vous parlez des écoles, je vais entendre, les cours, maintenant il faut enlever le bitume sur le corps, il faut mettre de l'herbe, vous êtes bien content. Mais nous taxer, nous, de rien à fait sur l'environnement, alors qu'on a tout fait, on a sécurisé les routes, on a fait la voirie, on a mis à niveau les principaux axes routiers de la commune. On a développé la sécurité, on a mis les caméras, mais qui est contre à l'époque, je vous raconte d'ailleurs maintenant. J'ai eu les chiffres hier, on communiquera, sur les chiffres qu'on vient d'avoir, hein, je suis désolé, qui ne sont pas si mauvais que ça, et pas alarmants comme on entend sur les réseaux sociaux. On a l'impression que Trélières est devenue la banlieue de Nantes. C'est pas loin de la banlieue de Nantes. Alors, on a quand même des résultats. Moi, je suis très fier d'avoir. Non mais, je suis très fier d'avoir une commune comme Trélières. C'est plus une petite commune, c'est une petite ville. Et tout le monde est content. Il y a un bien-être à Trélières que tout le monde reconnaît. Et ça, je suis très fier de ça. Alors, je passe la parole à vous si tu veux répondre à vos questions. Non, mais juste deux points. D'accord. Juste deux points, je vous remercie d'avoir parlé de l'autonomie alimentaire. Je regardais mes dossiers là. Ma première demande auprès des services pour l'autonomie alimentaire était du 13 août 2020. Et je pense en avoir parlé avec vous en commission. Donc c'est dans le carton. Depuis rien. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Non, mais ça apparaît comme une idée géniale d'un coup. Non, pas du tout. On a eu quand même, je vous le rappelle, quelques difficultés pendant plusieurs périodes. Et nos services ont aussi des priorités et travailler toujours sur. Ils ne peuvent pas travailler comme ça tout le temps. Il y a des priorités, il y a des urgences à régler tout le temps. Également, par rapport à la végétalisation des cours d'école, ça a été un sujet abordé en conseil d'école, ça a été un sujet abordé avec les services techniques. Pour l'instant, les services techniques ne sont pas en capacité de travailler dessus. Voilà. Moi, on m'entend là? Oui, non. Celui-là? On m'entend? Donc, c'est ça. Alors, moi, je vais essayer de répondre tranquillement sur les points 1 et 4 de M. Rioux. Alors, j'ai bien
bien écouté et compris votre programme. Hein. Je dirais que c'est un programme comme un autre. Sur le point 1, vous avez cité notamment ce qu'on appelle des gestions techniques de bâtiments centralisées. C'est une solution effectivement très intéressante. Pour la simple raison, c'est que vous pouvez gérer d'un seul endroit effectivement l'ensemble du chauffage, de l'électricité et plein d'autres choses. Le seul problème que vous avez oublié, monsieur Romain, c'est que vous ne nous avez pas chiffré ça. Et ça coûte un... Non, mais... A-t-on les services pour le faire? Oui, non, mais... Vous croyez qu'on a une boule de cristal? Je vous ai laissé parler. Ayez la correction d'écouter. Sur les arguments. Et vous vous apercevrez effectivement que cette gestion technique de bâtiment coûte extrêmement cher. Et que l'amortissement, contrairement à ce que l'on pourrait croire ou imaginer, elle ne se fait pas sur quelques mois ou quelques années, mais sur des décennies. Donc, à partir de ce moment-là, vous pourrez venir avec vos chiffres, je vous amènerai les miens et vous pourrez les comparer. D'ailleurs, on pourra même le faire en débat public, ça ne me gêne absolument pas. La deuxième chose que je voulais dire, c'est sur le point 4, vous avez cité effectivement sur la vie associative, vous aviez un programme sur la vie associative qui est parfaitement admissible. Il ne vous aura pas échappé que nous avons lancé un peu tardivement, ça j'en porte la responsabilité, un peu tardivement les assises associatives et que nous avons tout un programme de gestion et de réunion avec ces assises et la continuation de celle-ci qui va se faire sur l'année 2023-2024. Donc laissez-nous un petit peu travailler avec les associations et vous pourrez effectivement commenter si nous avons mal travaillé effectivement dans 2 ans. Et j'ajouterais quand même que pour la partie sportive, parce que vous avez adopté effectivement des réflexions sur le sport, dont il ne vous a pas échappé non plus que je suis censé m'en occuper en termes de délégation. Il y aura donc dans une quinzaine de jours une présentation d'un plan d'amélioration des équipements sportifs qui va être présenté en bureau municipal et qui va chiffrer noir sur blanc effectivement l'ensemble des améliorations que l'on peut porter sur les équipements sportifs, y compris d'ailleurs toutes les évolutions que l'on devra effectuer si l'on veut obtenir les 4 flammes par le CROSS, le comité régional olympique, qui est venu, qui nous a fait conserver les 3 flammes. Mais mon objectif, si je peux avoir un temps un petit peu ambitieux, c'est d'aller viser les 4 flammes, et donc il faut faire effectivement un certain nombre d'investissements. Et donc, il ne nous aura pas échappé non plus que pour l'instant, l'épée de Damoclès sur la réalisation d'une école et d'un groupe scolaire, eh ben c'est la priorité. Et donc, on ne peut pas mettre toutes les priorités parce qu'effectivement, à moins que M. le maire décide du jour au lendemain de multiplier les impositions par 2, effectivement, on ne fait qu'avec ce qu'on est capable de faire. Donc, laissez-nous un petit peu avancer sur le débat de l'école. Elle se fera pas. Et si elle ne se fait pas, vous verrez qu'effectivement, il y aura bien des possibilités d'amélioration des équipements sportifs. Et puis j'arrive au point numéro 5 ou 6 sur la Ménardet, je crois que vous avez, alors je ne sais pas si c'est le point 5 ou 6, mais vous avez cité quelque chose sur la Ménardet et votre fameux projet que vous aviez depuis le départ, c'est-à-dire d'installer une école, s'il y a une école qui doit se faire, sur la Ménardet. Et puis il y a le deuxième projet de la Treille. Et donc là, sans vouloir un petit peu dévoiler l'avancement de ces 2 projets, je vous informe que nous recevons l'association du l'ancien collectif, donc la nouvelle association de la Ménardet, nous les recevons vendredi pour leur présenter effectivement des indications très précises sur les 2 projets. Néanmoins, sur la Ménardet, effectivement, je tiens à vous rappeler que la surface foncière est de l'ordre de 4400 m², que l'on a un axe routier qui est très important, qui est même très dense, et qu'aller intégrer une école avec effectivement l'installation de centaines d'élèves à cet endroit-là renforcerait... Mais c'est pas là. C'est pas là où il y a la réserve foncière possible.
La réserve foncière, il n'y en a pas 36. Hein. Bah, justement, vous en avez déjà parlé d'une réserve foncière, mais elle n'est pas là. Mais elle est où? Bah, elle est dans la partie basse de la Ménardet. Il y a déjà une OAP dedans, il y a plus d'un hectare 4, on en a parlé à un conseil municipal pas précédent. compris parce qu'effectivement, la Bah, Ménardet, effectivement, il y a la réserve foncière de 4400. Il n'y a pas une école à mettre en face de la Et en trague. plus, mon collègue me dit qu'elle n'est pas publique, elle est privée. Bah oui, mais c'est bien une OAP et voilà. Voilà. Donc, Ceci du dit- coup, il y a l'objet du Ceci foncier. dit, voilà, Il y a le c'est volet mon foncier. projet. Si vous, un jour, je me permets de vous dire, je ne le souhaite pas, mais si un jour vous êtes aux commandes effectivement de cette commune, vous ferez votre programme et votre projet. En attendant, effectivement, là, je ne peux pas adopter effectivement à revenir sur l'implantation d'une école effectivement sur ce site de la Ménardet. Et puis un dernier point que je voulais dire, j'ai oublié effectivement que la dernière partie de votre programme, si à moins que vous ayez des réponses ou des choses à me demander, mais sinon... Non, mais nous vous écoutons. Est-ce que je peux intervenir, monsieur le maire, notamment sur le dernier plan que vous venez d'échanger sur l'éventuel OAP qui est posé dans le bas de la Ménardet, qui est une partie avec un chemin communal, et puis en plus qui est très boisé. Alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, vous voulez reboiser, mais déboiser. Parce que si on fait l'école, il faut abattre la moitié des arbres. Non. Si je suis désolé, je connais par cœur la commune de Trélière, donc vous allez pas m'apprendre où il y a des arbres, où il y en a pas. Donc, plusieurs éléments à vous donner. La réflexion. il n'y a pas d'arbre. À la Rincey, il n'y a pas d'arbres. D'accord. À la Rincey, il n'y a pas d'arbre. Euh, Là où vous voulez mettre l'école, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Est-ce que les arbres, c'est des chênes, et les chênes n'ont pas bougé. Il y a un roncier, par contre, effectivement, il y a un roncier. Il y a très peu d'arbres. Il y a 7 chênes. C'est pas, Il y a 7 chênes, monsieur. honnêtement, on en créera plus qu'on en a. Alors, on en a presque pas, il y a 7 chênes, dont 2 morts. Voilà. Alors, plusieurs éléments à vous Les apporter. projets sont préservés. Le projet développement durable et économie d'énergie de la commune n'est pas forcément un projet intra-commune. Les réflexions sont portées grâce à la communauté de communes, dont je suis aussi titulaire de ces réunions. Où aujourd'hui, je vais vous apprendre qu'il y a un salarié qui vient d'arriver en tant que gestion du patrimoine boisé, qui va nous aider à organiser, préparer à l'échelle du territoire, voire même un peu plus avec le Pays de Plain, comment développer, améliorer la situation bocagère, garder nos arbres, améliorer l'ombrage, etc. Donc il y a une personne d'embauchée pour ça. Donc voilà, je vous l'apprends peut-être. Bah oui. Voilà, ça va vous aider, ça va vous aider. Heureusement que vous êtes là. Je ne sais pas comment on le saurait. C'est parfait, Il mais faut juste lire quelques documents. très bien. Et un deuxième point, au niveau de l'économie d'énergie, il y a une réflexion plus globale que Trélière. Je ne suis dans aucune commission de la CCEG, c'est vous qui l'avez décidé, monsieur Rincey, c'est votre équipe. Nous sommes dans aucune commission de la CCEG. Vous nous y avez exclu. Voilà. On est représenté nulle part dans aucune commission de la CCEG. Formation au conseil, donc c'est important. Bah oui, oui, mais Mais si, évidemment, c'est toutes les communes qui proposent les... Bah si, souvenez-vous du début du mandat. Qui emploie une personne aujourd'hui. C'est pas le sujet. Le sujet, vous êtes en train de dire qu'on devrait être au courant de choses alors qu'on n'est pas dans les Justement, commissions de la je CCEG. viens de l'apprendre aussi, donc je vais le faire. Voilà. c'est très bien, merci. Voilà. Et un deuxième point, où au niveau des économies d'énergie, et vous parlez d'une centrale de gestion, on ne s'arrête pas à la commune, on va s'arrêter un peu plus loin, on va aller à la communauté de communes, on va s'engager avec le Pays de Plain, on va s'engager avec la région de Saint-Nazaire, où il y a une réunion le 6 mai. Je pourrais vous, après cette réunion, je pourrais vous dire beaucoup plus d'éléments. Ou pareil, il y a un conseil en orientation d'énergie qui va nous apporter des solutions globales, parce que toutes les problématiques que vous venez citer qui sont entendables et recevables, moi là-dessus j'ai aucun problème, on va essayer de les organiser à une échelle un peu plus importante. De se dire, on va faire un petit truc à Trélière, alors qu'il y a sûrement un plus gros truc à faire sur le département 44. Mais si on n'exprime pas la Voilà, volonté. voilà les éléments que je voulais vous apporter. Ok, merci. Alors, Isabelle, Moi j'ai encore un truc à dire. Non, mais j'écoute Madame Grelot, mais je voudrais quand même dire quelque chose. Non, mais allez-y, je vous écoute d'abord, hein, chacun son tour. Comment ? Ah bon, alors juste avant la conclusion, je vous laisse conclure quand même. Non, je voulais quand même revenir sur 2-3 petits détails. On n'a jamais dit qu'il n'est
il ne fait pas bon vivre à Trélières. Nous y habitons nous-mêmes. On est content d'y habiter. Donc voilà, il ne faut pas nous faire dire ce qu'on ne dit pas. Par contre, on a des visions différentes, ça c'est sûr. Les insatisfactions sont réelles. Il y en a des démonstrations, et pas que de nous. Il y a des collectifs, il y a des gens qui le disent. Donc il y a certainement des gens très contents d'habiter, mais il y a aussi des gens qui ont des insatisfactions sur cette commune. Et nous les écoutons, et nous les entendons, et nous essayons aussi, de notre côté, d'y apporter des propositions pour y répondre. Ensuite, vous parliez de la fameuse centrale de gestion, moi j'entends bien, mais voilà, pourquoi on ne regarde pas des devis, on ne regarde pas combien ça peut coûter. Moi, il se trouve que, voilà, enfin moi et d'autres, dans nos milieux professionnels respectifs, on a ces exemples-là, contrairement à ce que vous dites, ça peut coûter cher au départ, mais il y a des subventions énormes sur ces sujets. Donc pourquoi ne pas en parler ? Plutôt que de se chamailler autour de cette table, surtout que nous apprenons, et heureusement que nous lançons finalement le débat, que vous prenez assez mal, mais heureusement que nous lançons le débat ce soir, parce que nous apprenons des choses qui sont intéressantes et qui peuvent devenir justement des propositions tout à fait consensuelles. Donc voilà, mais quel dommage de devoir lancer des questions ou de faire avec les informations que l'on a pour finalement apprendre que les choses avancent. Donc voilà. Excusez-moi, monsieur Renaud, mais dans le dernier mandat, vous aviez un de vos collègues qui s'appelait monsieur Toile, avec lequel on a travaillé sur ce sujet, pendant la construction de Télé Carbonard. Et vous sachez que nos salles de sport sont équipées de différents chauffages, déjà d'une. On est au... Ah si. Ah, là, on est à l'électrique. 8 degrés là, la raquette. Ah oui, elle n'est pas chauffée, donc c'est logique. Bah oui. Il faut courir, il faut l'aimer. Oui, bah. C'est un choix. Et sachez que plusieurs salles de sport sont équipées de différents outils. Certaines sont à l'électricité, d'autres au fuel, d'autres au gaz. Et une centrale électrique pour gérer 3 fluides différents, ça ne fonctionne pas. Et M. Toile avait travaillé à ce sujet et était d'accord avec nous. L'investissement était trop important. Ce qui ne veut pas dire qu'il fallait réfléchir, qu'il faut réfléchir à évoluer, et notamment la réfection de la salle olympique. Et bien oui, il faut effectivement changer des choses, et changer de chauffage, et qui pourra éventuellement demain avoir une centrale, parce que là on aura des moyens de chauffage qui seront un peu identiques. Bon, moi j'aimerais quand même qu'on revienne sur une chose, c'est sur le job, parce que là on est complètement parti à côté. Non, c'est des Je pense que vous avez vos idées, nous on a nos idées. Donc à un moment, je pense qu'il faut revenir sur le sujet de ce soir. Mais c'est le sujet de ce soir. C'est les orientations politiques. Ce sont les investissements que nous avons décidé de faire. Donc on vous les présente. Maintenant, on verra au niveau de 2026, au niveau des élections, vous attaquerez votre campagne électorale à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a été élus pour régler, pour améliorer en grande partie ce qui se passe sur Trélières, essayer de construire quelque chose sur Trélières, ce que nous essayons de faire. Nous ne faisons certainement pas toujours de bonnes choses. Ça, on peut l'admettre, c'est compliqué. Vous avez mené à une certaine époque aussi la commune. Vous avez aussi des associations à l'époque dont je faisais partie qui n'étaient pas forcément satisfaits de ce que vous proposiez, mais pour autant, on l'a suivi. Donc aujourd'hui, je tenais à simplement dire ça. Je voudrais qu'on revienne sur le robe, s'il vous plaît. C'est l'Europe. Donc, je vais conclure sur la présentation de document d'orientation budgétaire. Mais si, monsieur Rincé, ça sert à quelque chose. Débat, Dans le ROB, il y a orientation budgétaire et qui nécessite un débat. Madame Grosle l'a dit mot pour mot. Donc il y a 3 mots, débat, orientation et budgétaire. On débat, ce sont des orientations, les vôtres, les nôtres, donc je ne vois pas où on s'éloigne. Vous avez un petit souci avec ce que veut dire la discussion de démocratie. Je vous regarde, mais je balaye et je parle surtout de monsieur Rincé, mais monsieur Rincé régulièrement revient à nous dire que nous n'avons pas discuté. Si, c'est un lieu de débat, le conseil municipal. Et donc on débat, on ne s'éloigne pas du sujet. Monsieur Renaud, vous avez répondu, vous nous avez dit ce que vous vouliez faire. On l'a très bien entendu, tous les gens qui sont dans cette salle l'ont très bien entendu. On prend acte de ce que vous désirez. Maintenant, sachez quand même que c'est nous qui aujourd'hui nous permet. Et ça, je sais que ça vous énerve. Parce mais non, mais on le sait. C'est une entrée de base. En 2020, c'est quand même pas votre
notre équipe qui C'est vous que ça énerve là, hein, c'est pas nous. C'est la nôtre. C'est notre équipe. C'est vous que ça énerve. C'est notre équipe Pas nous. qui a été élue. Donc aujourd'hui, Oui, on mais on présente a- quelque chose. Que ça ne vous convienne pas, ça on l'entend tout à fait. Ça, on peut le comprendre et je pense que c'est partout pareil dans n'importe quelle commune. Maintenant, on ne va pas parler pendant 2 heures sur des choses. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Nous, on a dit, vous avez écouté, on a débattu. La preuve, c'est qu'il y a eu des échanges. Aujourd'hui, je pense qu'il faut conclure. Bon, alors on va conclure. On va conclure, oui, on va conclure. Aujourd'hui, j'espère. Dans cette conjoncture économique et géopolitique particulièrement conflictuelle et sensible, les collectivités sont touchées par cet état anxiogène. Les phénomènes risquent d'être persistants. Les hausses des prix devraient être soutenues dans les mois à venir. Notre commune doit et continuera à faire face. Par ailleurs, le dynamisme démographique que l'on connaît très bien, 66% d'augmentation entre 2000 et 2022, est un élément majeur dans notre projet de mandat. L'arrivée de ces nouvelles populations engendre de nouveaux besoins. La commune doit y répondre tout en relevant les défis environnementaux et en préservant son identité. Dans ce contexte, ce rapport d'orientation budgétaire s'est appuyé sur les efforts collectifs des agents communaux et des élus. Il en ressort des orientations budgétaires de gestion raisonnée, solidaire et responsable pour maintenir une situation financière saine de la commune. Ce rapport s'est également appuyé sur l'audit financier présenté en 2021 et les entretiens conduits par le Bureau d'études ressources consultants finances fin 2022. Ce ROB prévoit la poursuite des efforts de gestion avec une maîtrise des dépenses de fonctionnement malgré cette période inflationniste inédite. Nous tenons compte des effets de l'augmentation mécanique de la masse salariale selon l'application du glissement vieillesse-technicité et des réformes d'emploi de la fonction publique territoriale, poste budgétaire le plus important pour la commune. Une estimation communément prudente des recettes de fonctionnement en 2023, malgré une baisse des dotations de 15%, une perte de la taxe d'habitation, une perte de la dotation de solidarité rurale. À l'instar des années passées, la municipalité n'a de cesse à rechercher l'optimisation de ses recettes. Concernant les dépenses d'investissement, l'équipe municipale a adapté son projet politique de début de mandat pour répondre aux besoins d'une commune qui évolue au rythme d'une dynamique démographique fluctuante. Pour exemple, 130 naissances en 2021, seulement 90 en 2022. Une baisse du nombre d'écoliers également en septembre 2022. Ce phénomène nécessite des adaptations continues de nos équipements. Enfin, s'agissant des indicateurs de santé et les ratios de notre commune, j'estime que notre trajectoire financière est respectée. Une épargne brute d'1 430 000 à la fin de ce mandat, avec un taux d'épargne projeté à 11,38%, le seuil d'alerte étant à 10%. Notre ambition est de maintenir une capacité d'autofinancement suffisante pour permettre la poursuite de notre politique d'investissement dynamique nécessaire au maintien de l'attractivité de notre ville. Une fiscalité mesurée, une seule augmentation sur 15 ans, un encours de dette qui se maintient entre le début de ce mandat et nos perspectives jusqu'en 2026, et ce malgré le projet de groupe scolaire à la Rincey. Une capacité de désendettement à 6 années, le seuil d'alerte étant à 12 ans. Une dette par habitant à 561 €, la moyenne nationale étant à 862 €. Ainsi, nous poursuivons la maîtrise et la priorisation de nos dépenses au regard de nos recettes. Malgré les contextes, les contraintes et dans ce contexte économique défavorable, l'enjeu de Trélières reste de préserver l'essentiel de notre politique de proximité menée en faveur des habitants. Je vous remercie de votre attention et je reprends la suite de la délibération. Il est proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2023 sur la base du rapport d'orientation joint à la présente délibération. Ok, donc voilà, tout le monde a pris acte. Bon. Oui. C'est pas difficile de faire le contraire. On peut pas dire que... Non, c'est on vote pas. Ah ben non, on vote pas, c'est un débat. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Oui, on prend acte, c'est tout. Vous êtes tous d'accord, Il n'y a pas de vote. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, j'ai
J'ai donc une information à vous donner. Alors, comme vous le savez, depuis le 1er janvier dernier, la ville est passée à la nomenclature budgétaire et comptable M57, qui nous impose d'adopter un règlement budgétaire et comptable RBC juste avant le vote du nouveau budget primitif. Ce règlement a vocation à regrouper dans un document unique les règles fondamentales qui s'appliquent à l'ensemble des acteurs de la collectivité, normes, procédures budgétaires et comptables, modalités de gestion des autorisations de programme et crédits de paiement, l'APCP. Il constituera ainsi un référentiel commun et créera une culture de gestion que les services de la ville pourront s'approprier. Compte tenu du caractère très récent de la nomenclature, du renouvellement récent de l'équipe des finances et le travail important de rédaction pour le service dans une période particulièrement intense, j'ai donc décidé le report du conseil municipal qui était prévu normalement le 28 mars, report au 11 avril prochain. Donc le prochain conseil municipal sera du 11 avril au lieu du 28 mars. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà pour ça. Et puis autrement, la date du prochain conseil communautaire aura lieu le 29 mars. C'est ça, monsieur le président. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis à très bientôt. Bonsoir. Comment Ouais, mais là, tu peux pas non plus trop rentrer dans le truc.